Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une analyse, l'analyse habituelle, et puis on va aller voir des mouvements du côté de notre ami la baleine numéro 3, qui est désormais passé baleine numéro 4. Donc vous allez voir que il est plutôt positionné à la vente, mais on va aller vraiment dans le détail pour voir est-ce qu'il a vraiment vendu ou pas. Et donc du coup, ça va être vraiment ici une analyse plus ou moins de vraiment on-chain par rapport à ce que fait cet intervenant. Et puis si on a le temps, on ira faire ce petit tuto sur comment stocker votre phrase secrète ou la stocker, etc. Voilà, quel est mon avis sur la question et quelle est la meilleure façon pour moi, voilà, de stocker votre phrase secrète. Alors, on est là donc sur le BTC face au dollar, potentiel épaule, tête épaule inversée. En fait, pour moi, on aura un signal assez clair et puissant haussier si jamais on pète ça, hein, tout simplement. C'est-à-dire que bon, elle est pas extrêmement belle cette épaule, tête épaule, mais elle est pas extrêmement pentue non plus. On peut la voir pentue là sur le graphique, mais c'est pas forcément le cas. Si on arrive à dépasser ici les 17 000 $, on pourra éventuellement ici atteindre la target qui, je pense, se trouve ici dans la zone de rechargement de tout ce mouvement vers le bas, hein. Vous comprenez que ici l'idée c'est de nettoyer éventuellement eh bien tous les shorters qui étaient rentrés sur ce mouvement, venir réparer le déséquilibre de prix qui s'est fait dans cette grande baisse là. Voilà, potentiellement ça pourrait vraiment être quelque chose qui se met en place. Vous allez voir sur la heatmap 7 jours, on a deux scénarios qui apparaissent, hein, comme beaucoup en ce moment, et qui sont plus ou moins, est-ce qu'on va au 12 ou 13K, ou alors est-ce qu'on a un rebond, voire si on arrive à passer au-dessus, quelque chose de plus intéressant pour aller revisiter les 20, 25 000 et peut-être plus. C'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Assez peu de volatilité là en ce moment, vous voyez qu'on est peut-être dans ce triangle de contraction. En général, triangle de contraction en haut, hein, d'un grand mât, c'est ce qu'on a là, vous le voyez, enfin un grand mât, tout est relatif, mais voilà, c'est plutôt une figure de continuation. Donc là, cette vision chartiste là, elle irait plutôt dans la formation effectivement de cette épaule, tête épaule, et ainsi de suite, et la réintégration. Vous comprenez qu'ici on a une résistance court terme qui est assez majeure, et que soit on arrive grâce à suffisamment de momentum à dépasser, soit effectivement on redégueule un peu tout ça vers le bas, on revient éventuellement péter ce bas là et chercher de la liquidité qui se trouve quelque part autour des 15 000 $ pour le moment. En tout cas, pour moi, c'est le gros point de liquidité baissier à l'instant T. Sur Ethereum, 1214, un peu plus de longueur sur Ether, donc attention, on pourrait avoir ici, si Bitcoin se met à corriger un peu plus ou nous faire un fake out ou quoi que ce soit, on pourrait avoir un mouvement plus important sur Ether. Ce même triangle de contraction, hein, même chose que sur BTC, bon, la structure est à peu près globalement la même. Par contre, je vois, quand je regarde un petit peu toutes les positions, on va dire les dernières positions prises, hein, les positions des 5-6 derniers jours, je vois un peu plus de longueur sur Ethereum, donc on sera très attentif à ça, avec éventuellement notamment ce point bas là comme étant un endroit où on a garé beaucoup de stops ici sur ce rebond, donc potentiellement un point à prendre si on veut nettoyer les longueurs. On peut peut-être vite fait faire un tour sur Ethereum BTC, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait. Sur Ethereum BTC, alors on est sur cette structure un petit peu rampante là vers le haut, à voir ce que ça va dessiner, mais pour moi ça identifie plutôt une correction, donc potentiellement ici si on imagine que tout ça est un range, un retour peut-être plutôt en bas de range. Cependant, on pourrait aussi ici dessiner quelque chose de plus grand, hein, c'est-à-dire en fait dessiner un flag, et tout ça n'est que pour le moment le début d'un flag. En tout cas, ce type de biseau ici ascendant est pas forcément quelque chose qui nous dit que ça va se positionner haussier sur le moment. Vous voyez qu'ici, on avait peut-être un flag qui a dégueulé vers le bas. Il n'a pas cassé, hein, il est pas parti en haut, il a pas pété vers le haut. Et voilà. Et pour le moment, on va dire plutôt cette structure ici de double sommet. Si on devait considérer que ça, c'est la ligne de coup de ce fameux double sommet, du coup, on prendrait ici pour moi la partie, on va dire la moins grande, le sommet le plus bas, hein, de ce M-top, et on est tout à fait venu chercher assez proprement la target de ce double sommet là. Donc la question, voilà, c'est un petit peu la même. C'est-à-dire, est-ce qu'on va venir réparer un déséquilibre de prix et revenir dans la zone de rechargement de short, voire au-delà, c'est-à-dire dans cette zone-là, ici. On aura encore de l'upside, là, éventuellement. Et puis, est-ce qu'il y a des divergences, ce genre de choses. Mais on va pas faire aujourd'hui d'analyse de momentum. On repasse sur le BTC.
Globalement, il est 14h10, on a une session américaine qui va peut-être, qui va pas tarder à ouvrir. Qu'est-ce qu'on peut regarder sur la session américaine d'hier? On va regarder le S&P. S&P, vous voyez qu'on est on a eu hier une journée qui était plutôt une journée de rupture haussière avec cette ouverture ici non, même pas de gap en fait, mais par contre on pourrait essayer ici aujourd'hui par exemple de revenir chercher les 3770. On pourrait avoir une journée qui pousse assez fort pour chercher ce gap là. Donc ça c'est une possibilité. Nous on était plutôt tablé sur ici le fait que ce mouvement va être plus en bas. Bon, néanmoins on va pas y aller en ligne droite là, donc du coup on peut tout à fait imaginer un petit rebond éventuellement dans la journée. C'est pas nécessairement ce qui va se décider, mais pourquoi pas. On va désormais aller faire les news. Sur les news, qu'est-ce qu'on a? On a Caroline Ellison, qui était l'ancienne CEO, l'ancienne PDG de Alameda Research, qui a plaidé coupable sur des charges criminelles, ainsi que Gary Wang, c'est ce qu'on a sur, donc plus ou moins, c'est ce qu'on avait avancé sur la chaîne, c'est que SBF, donc Sam Bankman-Fried, a probablement été balancé par ces deux-là, pas balancé au sens où, quand Bankman-Fried a trop parlé, puisqu'il a trop parlé, il y a un moment donné où les avocats ont dû d'ailleurs s'arracher les cheveux, je crois d'ailleurs qu'il a été droppé par son équipe d'avocats, il a commencé à dire, moi j'étais pas au courant, etc. Donc ça correspond plus ou moins à remettre la faute sur ceux qui étaient en charge à ce moment-là. Et puis là, les deux autres qui étaient à Hong Kong ou ailleurs, donc Gary Wang et Caroline Ellison, ont probablement ici sont venus vider leur sac probablement. Et là, on voit qu'il a signé son extradition, c'est-à-dire il a accepté d'être extradé. Donc ça a probablement ralenti le processus. Il avait peut-être pas envie de passer du temps dans les geôles des Bahamas. Donc du coup là, désormais, il va être présenté devant le DOJ, le Department of Justice, pour ces fameuses charges de fraude. Donc en tout cas, il y a eu probablement ici un deal qui a été fait avec Caroline Ellison et Gary Wang pour que eux amènent tous les éléments. Et puis vous le voyez, Caroline Ellison qui pour le coup a une caution de $250 000. Donc du coup, elle va probablement la payer ici et elle sera probablement libre comme l'air. En tout cas, jusqu'au procès. Et le fait d'avoir plaidé coupable va probablement ici diminuer les fraudes, les charges contre elle. Donc c'est plus ou moins le gros titre de la journée. On va pas y passer non plus 50 ans. On a beaucoup couvert FTX ces derniers temps, donc c'est peut-être pas la peine ici non plus d'aller faire... En tout cas, on sait que cette histoire est potentiellement dans les tuyaux. Est-ce que les news sont sortis ici? Non, il n'est pas encore 14h30. Donc du coup, on n'aura pas ici les news sur les révisions du GDP, etc. Mais n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Demain, on aura des informations sur le PCE. Je sais pas s'il y aura une vidéo pour ma part, ni demain, après-demain, 23, 24, 25. Je pense que je rentre le 26, donc peut-être une vidéo le 26 au soir. Peut-être une vidéo demain matin avant de partir. Je sais pas encore si ça sera le cas. On verra si vraiment il y a beaucoup d'actions et que j'ai le temps de la faire, je la ferai avec grand plaisir. Mais pas de vidéo pendant les fêtes en ce qui me concerne. Ici, rien non plus sur tout ce qui est autour de MarketWatch. Donc voilà, on passe là-dessus. On va désormais faire tout ce qui est liquidité. 12 millions de liquidés hier, à savoir vraiment que dalle. Bon, il n'y a pas eu beaucoup d'actions de prix en même temps. 3 millions sur Bitcoin et 2 millions sur Ether. On a des gros niveaux d'options pour la semaine prochaine, ça, mais j'en ai déjà parlé dans la vidéo d'hier. On va regarder un petit peu sur les marchés en levier comment ça s'est mis en place toute cette histoire, et vous voyez qu'on vient chercher assez facilement les deux niveaux qu'on avait établis en termes de volatilité dans la journée d'hier. Donc ce niveau-là a été travaillé et celui-ci aussi. Comment on s'est fait? On s'est plutôt long à partir de là, mais le niveau a été pris. Short ici, long ici, niveau pris aussi. On a un niveau de short à rajouter ici sur ce point-là. Et puis ensuite on est très légèrement relong à partir de là, même pas très légèrement, plutôt de manière assez péchue quand on regarde l'open interest. Donc on a un niveau ici à venir prendre dans ce temps là. On a été très légèrement short à partir d'ici. On peut considérer que le niveau a été travaillé par ce niveau là. On a été relong également à ce niveau là, donc on peut considérer également que ça continue à longuer ici, et puis on a été désormais ensuite re-short à partir d'ici. Donc pas mal de petits niveaux qui sont rajoutés, mais rien de bien folichon.
On va sauver ça, on va aller voir Ether. Vous voyez qu'en gros, la nouvelle fourchette, elle est entre 16,7 et 19. Si on doit aller péter plus haut dessus, on pètera les 17. Et si on doit aller péter plus bas, on pètera les 16,4. Mais en tout cas, les niveaux ici des positions fraîches sont assez rapidement nettoyés, ce qui tend à dire que le prix a peut-être potentiellement envie de faire quelque chose, mais sans que le train soit un peu trop soit chargé dès le départ. Là, si j'arrive à écrire, on va retrouver ce qui se passe sur Ether. Sur Ether, même chose, sauf qu'on vient pas prendre le niveau bas, et c'est pour ça que je vous dis, attention, sur Ether, on accumule du longueur, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure déjà. Ici, comment on s'est positionné, donc vous voyez que là, on était plutôt short à ce moment-là. En fait, on a été quasiment short jusque-là, donc on peut considérer que ce niveau-là est un niveau de short à prendre également. Très légèrement longue ici, très légèrement longue ici, très légèrement longue ici également, donc on va mettre ce niveau là comme un niveau de longue cohérent à venir prendre, et puis encore un peu plus longue à partir d'ici, vous le voyez, on est longue sur toute la zone là, très légèrement longue ici sur la fin, donc on va quand même rajouter ce petit niveau là aussi au 1208, et puis on est short, mais le niveau a été nettoyé à partir de là, très légèrement short aussi, mais pareil, le niveau pour moi est pas extrêmement pertinent, on va dire, voilà. Et puis, depuis lors, alors j'ai mis que là, on a été relongue, mais le niveau vient d'être pris, et on a été re-short à partir de là également, donc on peut considérer que à peu près par ici, on a un niveau de short. Donc là, on a rajouté quelques niveaux de short sur Ether. Vous voyez que l'amplitude, elle n'est pas énorme, hein, elle est autour de 10$, mais on aura peut-être ici un peu de thunes à venir prendre sur Ether. Et même chose ici, si on considère les 1200$, amplitude d'une trentaine de dollars sur la position de la journée d'hier. On a un gros niveau à prendre au 1160 sur Ether, et c'est moi, je pense, ce niveau qu'il faut viser peut-être si il y a un petit short à prendre là. Et à l'inverse, si on partait en laissant gagner tous ces longueurs au 1260, 1290, 1300 serait un niveau correct à éventuellement à venir viser. Quand on regarde ici, vous le voyez, les liquidités en levier, sur Bitcoin, on est quasi à l'équilibre, on est à peu près à 1,13 milliard de positions, mais plutôt en faveur des longueurs, c'est-à-dire il y en a plus de longueurs que de shorteurs, donc ça appellerait peut-être plutôt un mouvement vers le bas. Quand on regarde la même chose sur Ether, on a un petit peu plus de monde en longue, et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, avec désormais quelque chose comme 3 milliards en position leveragée sur Ether, en dessous du prix, surtout cette grosse position. Alors peut-être qu'elle a été fermée, mais qu'on n'est pas au courant, hein. Vous le voyez ici, c'est pour ça que je vous parlais des 1160$. On a cette grosse position à 143 millions en position leveragée, qui pourrait éventuellement nous donner un endroit à venir chercher en bas. Si jamais on devait aller en haut, 1262, à peu près les niveaux que je vous expliquais tout à l'heure. On va désormais voir la heatmap en 7 jours, et là je crois que je l'ai actualisé il n'y a pas très longtemps, donc ça doit être relativement accurate. Et en gros là on voit très bien les deux scénarios s'établir. En tout cas si on regarde les liquidités, on voit très bien cette box ici à venir prendre au-dessus des 17,5 et potentiellement des 18,5, pas mal de liquidités en shorter très proche du prix, donc ça irait dans le sens que oui, peut-être on a quelque chose d'intéressant, et vous voyez que ça a fortement forci autour du 19 décembre, donc il y a à peu près 3 jours. Et ici même chose au niveau des longueurs, cette box sous les 15 qui a fortement forci, mais surtout cette box au niveau des 13 400$, qui pour le coup elle a énormément forci aussi depuis le 19. Donc ça fait 3 jours qu'on traîne dans la même zone, et du coup on a effectivement ici des niveaux à venir chercher plus bas, et une assez conséquente box désormais de liquidité au-dessus, avec 17,5 en niveau minimum en prise de profit, et potentiellement 18,5 comme une borne maximum. Donc là 7 jours qui a plutôt pas mal fonctionné, est en train de nous dire bon, peut-être qu'on peut imaginer ici un peu de poussée vers le haut pour éventuellement aller corriger ces shorts là. Et vous voyez qu'on en a jusqu'à 20K, et potentiellement après redévisser pour venir prendre les longs. Est-ce qu'on est obligé de venir prendre les longues ou pas? Et c'est ce que j'expliquais, et là je vais vous montrer la 2 ans. Ne voyez pas ici la 2 ans, vous avez très peu de gens qui seront en position leveragée depuis 2 ans, ça n'existe pas avec le funding, etc. C'est pas quelque chose qui est entre guillemets soutenable. Mais ce qu'on peut voir, c'est sur l'été 2021, quels étaient les endroits où on a laissé gagner des longueurs. Et vous voyez qu'ici, sur toute cette zone-là, au moment où on a rebondi, d'ailleurs là on pouvait appeler vraiment à dire Bitcoin va venir sous les 25 000, puisque on avait ce mouvement qui était ici en train de partir vers le bas, on avait ici
cette box qui était en train de se créer en longueur, et pourtant le prix est reparti vers le haut. Pourquoi? Parce qu'il y avait plus de valeur qui s'était créée au niveau des shorters dans cette zone-là, d'accord? Donc effectivement, on a laissé gagner une partie, et vous voyez ici, c'est pour ça que je veux vous montrer que tout est relatif. On a assez peu d'open interest en ce moment. On en a moins que ce qu'on avait à l'été 2021. Mais vous voyez que en termes relatifs, ces box de liquidité que je vous montre en 7 jours, elles sont entre guillemets très petites par rapport même à ce qu'on pouvait avoir en termes d'open interest au moment du rebond des 30 000 $ vers le nouvel ATH qui était un énorme short squeeze. En fait, vous le voyez ici, on vient shorter toute cette box là. Ensuite, une fois qu'on l'a prise, le prix se libère. On repart très légèrement ici à la hausse, mais sans même forcément avoir d'énormes liquidités shorter à venir prendre. Ici, même chose, on a le prix qui corrige assez fortement, qui vient cueillir une partie des longueurs. Et là, par contre, on avait créé cette box au-dessus du dernier top. Et là, pour le coup, le prix vient vraiment la chercher. Et ensuite, il continue à short squeezer tous ceux qui rentrent en position au fur et à mesure. Ce que je vais vous montrer dans ce contexte-là, c'est que ça paraît relativement étonnant ici que on n'ait rien là qui soit passé au niveau de liquidation des shorters, et ce depuis vraiment très longtemps dorénavant. C'est pour ça que tout le monde appelle à un rallye, on va dire, de soulagement, à ce qu'on appelle un short squeeze, parce que là vous voyez qu'on commence à avoir vraiment de la valeur autour des 25 000 $, et c'est pour ça que je vous montre la 2 ans, c'est pour vous montrer que tout est relatif, et que ici voilà, on avait vraiment quelque chose à venir prendre. Vous voyez qu'on est vraiment dans le jaune ici, et dans cette zone ici sous les 20 000, c'est ce qu'on a fait grâce à toute la partie FTX dernièrement. La narration nous a aidé à nettoyer vraiment tout ce qu'il y avait vers le bas. Est-ce que peut-être maintenant, à défaut de regarder la 7 jours, mais peut-être regarder un petit peu plus loin, est-ce que la direction elle n'est pas tout simplement au-dessus des 25 000 $, pour potentiellement ici venir nettoyer toute cette partie qui finalement appelle le prix quelque part. Et vous comprenez que des shorts comme ça, on en a effectivement jusqu'aux 50 000. Je doute qu'il y ait encore du monde qui soit encore en short ici, et je pense que la plupart ici dans cette zone-là ont pris profit. Donc pour le moment, on reste petit bras, mais je pense que il y aurait potentiellement ici la liquidité éventuelle pour venir faire un potentiel rallye. Je pense d'ailleurs que c'est plus ou moins même avant le FUD FTX, ce qui était en train de se mettre en place. Vous voyez ici qu'on tenait vachement bien ce support. Et c'est pour ça que beaucoup de monde s'est égaré dessous, mais le FUD FTX a vraiment aidé à venir prendre cette box. À partir du moment où les market makers arrêtent de nous aider à la prendre, on aura beau appeler ici les 12 000 $, on n'est plus dans le jaune, il n'y a plus entre guillemets de gros sous à venir prendre en liquidation dans ces zones-là, et donc du coup là le prix se libère un petit peu. Ce qui serait relativement dramatique, ça serait de refaire en fait la même structure que ce qu'on avait fait là, c'est-à-dire ici recréer un nouveau mini range en fait, où on latéralise un petit peu comme ce qu'on est en train de faire d'ailleurs à l'instant T, mais où du coup on laisse trop de longueur rentrer ici, et on crée une nouvelle box jaune ici à éventuellement sur laquelle venir éventuellement dévier pour faire un nouveau palier, encore une fois un peu plus bas. Bon voilà, c'est pour ça que je vous montre la 2 years. Ne regardez pas ça comme ah ouais mais il y a du short au-dessus des 70 000 $. Les positions leveragées coûtent extrêmement cher à tenir dans le temps, et donc du coup il faut bien évidemment ici simplement ce que je vous montre c'est plutôt des sommes, des petites étagères que vous pouvez voir et que vous pouvez dire ah bah tiens regardez là par exemple on avait quand même beaucoup de longueur là, on est venu les chercher là ici, et puis le prix a rebondi. Ça c'était une forme de rallye haussier qu'on avait eu je pense en mai dernier. Février, mars, oui, c'est ça, février-mars, au moment où on a eu un recul de l'inflation et où le prix semblait effectivement vouloir repartir. Vous voyez ce superbe W weekly là qui s'était mis en place, etc. Beaucoup de gens qui étaient rentrés en longue supplémentaires. Je parle même pas des positions qu'on avait gardées par rapport à là. Je parle de ceux là on avait nettoyé du monde, mais on avait du monde qui était rentré également en longue. Et vous voyez que le prix arrête sa progression vers la box qui est ici la plus haute, encore qu'elle n'existait pas, même à ce moment-là. Si je vous fais un replay ici, on avait encore du monde à venir prendre, mais on n'était pas forcément ici. Mais on avait construit ici une énorme box de liquidité à venir prendre en dessous. Pour moi, la box de liquidité ici en bas, elle est prise. Il en reste effectivement, et on va suivre ça, mais il faut commencer à se demander si on n'est pas sur des niveaux où le sentiment fait que là, ici, on avait un sentiment qui était oui, je construis une box jaune, et ce qui serait dramatique encore une fois, c'est de rester dans le temps, beaucoup de temps ici. Mais là, on a peut-être un sentiment qui dit de toute façon, on va aux 12 000, donc pourquoi me positionner en long relevier? Également, vous avez des gens qui ont ici fumé des cartouches en longue pendant un certain temps et qui sont peut-être fatigués de se placer en longue pour essayer de trouver le bottom parfait.
Bref, beaucoup de questions ici, mais relativement intéressant. On va aller voir notre ami la baleine. Excusez-moi pour cette assez longue aparté, mais ça me faisait plaisir ici de vous montrer le 2 ans. On va aller voir notre ami qu'on regarde assez souvent sur la chaîne, la baleine numéro 3. La baleine numéro 3 est passée numéro 4. C'est le plus gros wallet, on va dire, qui n'est pas déterminé. Si vous regardez la rich list, hein, là on est sur BitInfoCharts. Si vous regardez la richlist, donc les gens les plus riches au niveau du Bitcoin, vous avez les 3 premiers wallets qui appartiennent pour 2 d'entre eux à Binance et un autre à Bitfinex. Et puis vous avez un seul wallet ici, on a aussi la numéro 5, mais un wallet ici qui n'est pas identifié comme étant un wallet de réserve, on va dire. Et donc du coup, on peut imaginer ici que c'est peut-être le plus gros wallet, soit institutionnel, soit particulier. Ça m'étonnerait que ça soit particulier à 2 milliards de dollars, mais pourquoi pas. Donc du coup, ici, vous voyez que on a eu des ventes. On a eu des ventes ici, et comment on peut identifier les ventes? C'est ici les 1000 BTC, par exemple, vous le voyez. Et bien, quand vous allez effectivement cliquer sur la transaction, si j'y arrive, voilà, vous allez regarder sur où c'est mis tout simplement cette vente, et effectivement vous le voyez, c'est un wallet Coinbase et il est à 0, donc effectivement c'est un wallet Coinbase, il a été vendu, on sait que ça c'est effectivement une vente. Donc sur ces 1000 BTC là, et vous voyez que c'est le cas, hein. Dernièrement on a une baleine cette baleine là est extrêmement vendeuse à 17 300 $, on peut vraiment voir ici qu'il y a eu de la vente. Maintenant ce qui m'inquiète moi quand je regarde, c'est ici effectivement on a moins 6000 x 2, 12 000, on a 14 000 BTC qui ont potentiellement été vendus. Mais il faut commencer ici à aller regarder un petit peu dans le détail, c'est-à-dire faire la même chose, cliquer sur la transaction et aller voir est-ce que ça part sur Coinbase ou pas. Et là, on peut pas savoir si ce portefeuille appartient à Coinbase. Par contre, on voit qu'il n'y a pas eu de vente, il n'a pas été vendu. On voit que c'est juste en gros, comme si moi, je splittais mon wallet Bitcoin en 2 wallets. Donc c'est 14 000 BTC, ce qui correspond quand même à 232 millions de dollars, 10% à peu près du portefeuille de notre ami la baleine numéro 3. Enfin, ami, on aimerait bien que ça le soit, puisque ça doit être plutôt sympa de prendre l'apéro chez lui, mais ici en fait on n'est pas sur une position vendeuse. Donc ce que je voulais vous expliquer ici, enfin pour le moment on ne sait pas, on va surveiller ce qui désormais est devenu la baleine numéro 62, là, ce portefeuille là, on sait que ça appartient potentiellement à, ou alors que ça a été peut-être un deal OTC aussi, hein. C'est peut-être quelqu'un qui a vendu 14 000 BTC à quelqu'un d'autre, on ne le sait pas, mais comprenez bien ici qu'il faut aller dans le détail. Vous pouvez pas juste regarder le portefeuille de la baleine numéro 3, et où est-ce qu'il est? Il est là. Et dire ah il a vendu. Il faut commencer à rentrer un petit peu ici quand vous faites du on-chain ou ce type à rentrer un petit peu dans les transactions, à essayer de les traquer, essayer de les suivre pour essayer de comprendre éventuellement où ont pu aller ici tous ces BTC là. On va regarder du coup la numéro 5 là parce que c'est intéressant de voir quelles sont actuellement ses positions, et pour le coup vous le voyez que la numéro 5 elle est flat depuis extrêmement longtemps. En fait, depuis le départ, ce wallet, il a été créé en mars 2022 et il n'a pas bougé, il n'y a pas eu ni vente ni achat. Vous le voyez ici, la thune, elle est arrivée même en février, le 1er février, et puis depuis, il n'y a pas eu grand-chose. On pourrait voir d'où elle est arrivée, etc. Est-ce que c'est d'un autre wallet? Ici, n'hésitez pas à faire l'espion un petit peu. La blockchain a ceci de fabuleux que, elle nous permet éventuellement d'aller voir tout ce qu'il est donné de voir en termes publics. Ici, vous le voyez par exemple, moins 10 000 BTC, notre ami la baleine numéro 11, est-ce qu'elle est vendeuse ou pas? Baleine numéro 11, elle a quand même 55 000 BTC, donc du coup, ici, vous allez voir éventuellement les transactions, vous voyez où ça a été posté, et effectivement, étant donné que ce wallet est chez Bitfinex, on peut imaginer que ces 10 000 BTC ont été effectivement positionnés à la vente, et vous le voyez ici, donc potentiellement que cette baleine-là avait 65 000 BTC, que désormais, elle a vendu un bon 15-20% de son wallet. Donc ça vous permettra de réfléchir ici à des potentialités, vous le voyez qu'ils avaient été achetés à 24 000 $, hein. En tout cas, on peut imaginer que c'est le cas. 30 000. Donc là, on a quelqu'un qui s'est pris une branlée quand même, puisque il est rentré à 32 000, 29 000, 24 000, à peu près pour 10 000 BTC, 11 ou 12 000, peut-être même plus, 20 000. Et là, il a été vendeur à perte de 10 000 BTC à 20 700 $. Voilà, n'hésitez pas à aller vous balader un petit peu comme ça sur les adresses. Je trouve que ça donne des informations relativement intéressantes. Comment stocker ces clés Bitcoin?
Alors, on va juste se mettre sur le prix, histoire de regarder quelque chose, mais ça va être du coup ici plutôt un monologue en ce qui me concerne. J'ai pas vraiment préparé de papier ici sur comment, voilà. Mais pour moi, déjà, c'est intéressant éventuellement de splitter en multi-wallet. Ça, c'est une première chose. Si vous commencez à avoir des sommes assez conséquentes, ça devient quand même intéressant d'avoir éventuellement plusieurs ledgers, MetaMask ou autres. Voilà, c'est pas forcément même la forme du wallet. C'est simplement, on parle d'un wallet où vous avez vos clés, donc la phrase secrète vous appartient. Comprenez bien que cette suite de 24 mots, elle comprend à la fois votre clé publique et votre clé privée, donc elle peut pas traîner un peu partout. D'accord, comprenez bien également que c'est ça qui fait que vous êtes propriétaire de votre argent entre guillemets. Donc c'est une phrase extrêmement importante et on peut comprendre ici dans la vie il peut y avoir des accidents de la vie, à savoir que vous n'êtes pas immortel par exemple, ce genre de choses, etc. Donc il faut commencer à réfléchir à ça. Si vous commencez, même si on parle de petites sommes, peut-être ça deviendra des grandes sommes plus tard, c'est quand même dommage ici de perdre ces bitcoins. Donc il y a une manière de stocker ces clés qui doit être entre guillemets hygiénique et propre. Et là je parle d'une hygiène de votre self-custody. L'idée pour moi, c'est de toujours avoir, déjà ne jamais bien évidemment, mais ça vous le savez potentiellement, j'imagine que les gens sur ma chaîne sont quand même des gens assez, étant donné que la chaîne est un peu technique, c'est quand même des gens qui sont plutôt aguerris sur le domaine des cryptos en général, mais l'idée bien évidemment, ne jamais prendre en photo ou rentrer dans votre téléphone la phrase de 24 mots, puisque du coup vous rendez, entre guillemets, vous la mettez dans le monde numérique, et ça c'est pas du tout hygiénique, en termes d'hygiène numérique, c'est pas du tout bon. Donc bien évidemment, au moment où vous achetez votre ledger ou autre, on vous demande de copier votre clé secrète ou que vous créez tout simplement un wallet dans lequel vous avez vos propres clés effectivement. Et donc du coup, il faut l'écrire sur papier. Il faut jamais la prendre en photo le papier, etc. Vous êtes d'accord avec moi que ça correspond à du bon sens, voilà, étant donné les difficultés aujourd'hui. Donc les accidents de la vie, c'est quoi ? C'est vous pouvez être cambriolé, donc théoriquement votre phrase secrète, elle doit être bien cachée, donc pas dans le coffre. Enfin, moi je le vois comme ça, mais le premier endroit, si j'étais cambrioleur, dans lequel j'irais voir, c'est éventuellement d'emporter le coffre avec moi ou de le péter. Donc pour moi, voilà, c'est suffisamment entre guillemets petit une phrase pour être, je sais pas moi, caché dans une boîte de dérivation électrique, ce que vous voulez, des trucs de clé, enfin des choses dans lesquelles seul vous savez que cette phrase elle est là. Donc j'aurais tendance à dire ça, en mettre une éventuellement dans la maison et une en dehors de la maison. On n'est pas à l'abri d'un incendie par exemple, donc du coup voilà, vous pouvez aussi l'apprendre par cœur. Il y a aussi une manière de l'écrire qui peut être intéressante, c'est-à-dire vous pouvez l'écrire à l'envers, les 24 mots vous pouvez les mettre dans le mauvais ordre, auquel cas donc si elle tombe entre toutes les mains, vous rappellerez, enfin il faut s'en rappeler encore une fois, mais vous rappellerez que vous l'aviez écrite dans le sens inverse, ou du mot 12 au mot 24 et puis ensuite du mot 1 au mot 12, je ne sais pas, mais en tout cas peut-être la crypter d'une certaine manière. C'est pas une mauvaise idée en tout cas de le faire, si tant est qu'on se rappelle qu'on l'a fait. Et pour moi, dans l'hygiène aussi, il y a aussi une manière de dire, parce que vous pouvez très bien demain traverser la rue et vous faire écraser par un bus, potentiellement de dire à quelqu'un de confiance où est cette phrase secrète. Potentiellement, bien évidemment, ici, quand je parle de quelqu'un de confiance, je parle de quelqu'un de votre famille ou quelqu'un dans lequel vous avez absolument totale confiance, à savoir votre conjoint, par exemple, ce genre de choses, pour ceux qui le souhaitent. Pour ceux qui ne souhaiteraient pas forcément nécessairement faire confiance à leur conjoint, ça peut être le cas, il faut. Du coup, il y a peut-être un moyen de lui léguer cette phrase secrète, par exemple via un notaire, en lui disant la phrase est cachée là, à un endroit que le notaire ou quelqu'un d'autre ne puisse pas comprendre, ou seule la personne qui est destinataire de ces clés-là, je sais pas, je dis une connerie, mais le premier endroit où on s'est embrassé dans le jardin, ou j'en sais rien, mais voilà, enfin vous comprenez ici que vous avez plein de manières différentes d'être sûr de pas paumer vos clés. Ça, c'est très important. Vous avez plein de manières différentes de prévoir tous les accidents potentiels de la vie qui pourraient faire que vous les perdez, à savoir incendie, etc. Pour moi, il faut pas multiplier les endroits où vous cachez cette clé, parce que tout simplement, vous risquez de pas vous rappeler où sont tous les endroits. Admettons que vous déménagiez ou autre, ou ceci ou cela, eh bien, vous aurez pas forcément ici la présence d'esprit d'aller récupérer tous les endroits. Donc pour moi, entre 2 et 3 endroits, c'est pas forcément. Après, ça vous correspond. Encore une fois, tout ça, c'est des choses juste simplement. Que je me permets de mettre en avant parce que ça fait partie d'une forme d'hygiène, encore une fois.
Et donc du coup, voilà. Potentiellement, vous pouvez aussi dire, moi par exemple, je suis, pour moi, il y a beaucoup. Admettons que cette somme-là prenne une valeur considérable. Vous pouvez aussi dire, eh ben, je vais le mettre dans un tiers de confiance. Je vais la remettre à un tiers de confiance. Mais moi-même, étant dans une logique d'investissement, je ne veux pas avoir ces clés-là sous la main, ni chez moi, ni quoi que ce soit. Ça peut être aussi une bonne manière d'hygiène, un petit peu comme un multisig, c'est-à-dire elles ne sont pas chez moi, donc quoi qu'il arrive, je suis pas vulnérable nécessairement, ni même au homejacking. Donc si jamais à un moment donné vous retrouvez avec des gens qui vous mettent un flingue sur la tempe, bah, vous dites les clés elles sont pas ici en fait, voilà. C'est toutes ces choses là, il faut y penser. Il faut y penser et il faut pas nécessairement ici y penser dans la précipitation. Voilà, il faut prendre le temps, je trouve, de éventuellement ici avoir, encore une fois, mettre en place une forme d'hygiène par rapport à tout ça. Donc, multiplier potentiellement les endroits de stockage, et là quand je dis les endroits de stockage, ça veut dire plusieurs adresses, plusieurs wallets, voilà. Ça c'est vraiment pour moi une partie gestion du risque qui commence à être intéressante quand on parle de sommes considérables. Deuxième chose, multiplier les endroits où vous mettez vos phrases secrètes, mais en gardant bien évidemment ici potentiellement une trace. Vous pouvez aussi coder, par exemple là pour le coup dans votre ordinateur ou quoi que ce soit, et bien évidemment sous code avec de manière cryptée, coder les endroits où sont cachées ces fameuses phrases pour être sûr de pas éventuellement les perdre, mais les coder d'une manière que seul vous pouvez comprendre, vous ou un conjoint pouvez comprendre de quel endroit vous parlez. Il y a toute une sorte de manière de faire ici, et je trouve que ça fait partie de l'hygiène et de la réflexion autour de ça que comprend, parce que on a énormément de clés qui sont perdues tous les ans, c'est évident, parce que des gens qui les notent mal ou les mettent, voilà, tout ça et fait partie pour moi d'une forme d'hygiène qui fait que on n'est pas seulement propriétaire de ces clés, on est responsable de ces clés, voilà. Et il y a une forme de responsabilité à avoir et à mettre en œuvre en réfléchissant à tous les scénarios qui pourraient éventuellement se passer dans la vie et qui pourraient éventuellement faire que soit vous perdez vos clés, soit on essaye de vous les piquer, soit une personne mal intentionnée ou une personne potentiellement même proche de vous, qui sait où elles sont. Voilà, pour moi, autre chose qui est, c'est de pas parler nécessairement trop de toutes ces choses-là. Alors le mec est sur YouTube et il dit ça, bien évidemment, c'est pour le coup, c'est pas extrêmement. Mais de pas parler à ses proches et de dire ouais, parce que moi j'ai des cryptos, nanana, j'ai ça. Même de parler de sommes ou quoi que ce soit, surtout pas, bien évidemment. Ne pas attiser ici potentiellement, bien évidemment, la jalousie. Le meilleur endroit où on est safe, c'est dans le petit jardin secret qu'on peut éventuellement avoir. Voilà. Donc c'était ce gros aparté autour du stockage des clés que je voulais faire depuis déjà un petit moment. J'en ferai pas un tuto, je pense, parce que c'est quelque chose qui doit être personnel à chacun, mais bien évidemment ne pas laisser traîner ses clés sur son bureau, ne pas laisser traîner cette phrase n'importe où, ne pas la prendre en photo, ne pas se l'envoyer par email, tout ça fait partie d'une forme d'hygiène qu'il est extrêmement importante d'avoir, en tout cas en ce qui me concerne, puisque vous êtes là, on est en plein bear market, vous êtes en train de passer du temps à vous former, vous êtes en train de passer tout ce temps-là, personne ne vous le rendra, et il vous appartient, et vous êtes potentiellement ici sur quelque chose qui est un secteur qui est extrêmement risqué, mais qui peut être extrêmement rentable. Et donc du coup, ne laissez pas le risque se rajouter au risque. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. Mettre un like, c'est important. Vraiment, je pense que j'ai 10-15% de likes sur les gens qui regardent les vidéos par rapport au nombre de vues. Donc n'hésitez pas à le faire, ça prend 2 secondes. Même ça peut être systématique si vraiment vous êtes entre guillemets plutôt fan de consommer le type de contenu que la chaîne propose. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a absolument rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et la question à la con, elle sera est-ce que vous êtes ou pas toujours pareil, moi je
fume pas mal le robot, j'appelle ça, moi, je fumais le robot. Voilà, est-ce que vous êtes là-dessus? Est-ce que vous êtes fumeur, non fumeur ou cigarette électronique? Ça va être ça la question du jour. Désolé, c'est pas extrêmement intéressant, mais voilà, au moins, je sais que vous avez vu les vidéos quand vous répondez aux questions à la con, je sais que vous avez vu les vidéos jusqu'à la fin, et ça me fait extrêmement plaisir, et donc du coup, on peut aussi converser, parfois c'est un peu plus intelligent. J'essaye depuis un certain temps de commencer à y donner de la contenance, mais en fait, on va rester con, c'est pas mal aussi. Je vous souhaite à tous une des très bonnes fêtes, peut-être pas de vidéo demain, donc voilà, des très bonnes fêtes. On se retrouve du coup après Noël, on se retrouvera entre Noël et Nouvel An. Peut-être qu'il y aura une vidéo aussi, je sais pas encore, vraiment, on verra demain est-ce que la matinée est speed ou pas. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très bientôt pour un nouveau point météo sur le Bitcoin. À très bientôt.